Salut tout le monde et bienvenue au carnet de l'étudiant étranger de ce mois de décembre, le dernier numéro de l'année. Et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Morel Aounou qui nous vient de la Côte d'Ivoire et il nous parlera surtout de sa thèse. Voilà, c'est très rare d'avoir des invités qui nous parlent de thèse et surtout des docteurs. Et aujourd'hui, on a cette chance de l'avoir et c'est juste incroyable. On est vraiment très très heureux de l'avoir. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, très heureux toujours, accompagné d'Aristide, mais aussi d'Eugénie. Comment vas-tu? Bien. Okay. Morel, je ne pensais pas un jour qu'on pourrait te recevoir voilà, dans le carnet de l'étudiant étranger, mais voilà, chose faite. Et sans trop tarder, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ton parcours, ton parcours académique? Ok. Alors, parcours académique. D'abord, moi, c'est Ched Morel Aounou, du coup. Mon parcours académique, il a commencé... alors, parcours universitaire. Hein. Universitaire, c'est ouais, ça. Il a commencé en Côte d'Ivoire, du coup, avec une licence d'histoire. Et donc, à l'issue de la licence, j'ai fait un premier master en sciences politiques en Côte d'Ivoire aussi. Master que je n'ai pas terminé parce qu'entre-temps, j'ai fait la procédure Campus France que beaucoup de gens connaissent ici, que vous connaissez. Et puis, j'ai entamé un autre master ici à Rennes 2, en cohabitation avec l'IEP de Rennes, donc, qui s'appelle Histoire, Relations internationales et interculturelles. Voilà, donc ça, c'est le parcours master. Et puis après, j'ai continué en thèse, une thèse d'histoire cette fois-ci, donc à Rennes 2. Voilà un peu résumé le parcours. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais dû commencer par ça. Oui. Félicitations effectivement pour ta thèse. Peut-être qu'on y arrivera. Enfin, on va en un parler. jour peut-être. Enfin, nous sommes, voilà, espérons. Et on va en parler aussi plus tard aussi. Tout à fait. Oui. D'accord. Avec Okay. plaisir, Donc, de la Côte d'Ivoire oui. à Rennes. Oui. Est-ce qu'un jour tu avais envisagé de venir faire tes études ou poursuivre tes études en France? Et pourquoi Rennes? Oula, c'est une bonne question. Alors, est-ce que le choix c'était à Rennes? Je dirais non, pas forcément. Comme beaucoup d'étudiants africains dans les universités en Afrique, j'avais forcément envisagé à un moment donné de faire une spécialisation quelque part. J'avais déjà commencé ma spécialisation parce que j'ai fait une licence d'histoire, donc je commençais à me spécialiser en sciences politiques dans l'une des branches de la science politique qui était la négociation internationale. Et puis après, j'ai voulu changer de pays. Voilà, parce que je me disais que les études, ça rime souvent aussi avec voyage. Donc, c'est très répandu dans les universités africaines. À un moment donné, quand on a l'opportunité, on veut bien partir. Voilà, donc, moi, j'avais regardé France, Canada. Canada, c'était vraiment à la mode. Les États-Unis, c'était un peu plus cher. Voilà. Et donc, j'ai fait une procédure en France et une procédure Canada. Canada que j'ai abandonné très rapidement. Et puis, j'ai commencé à m'impliquer très sérieusement dans la procédure Campus France. Voilà, donc la France s'est imposée comme un choix un peu naturel. Bon, voilà. Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Canada? Les démarches administratives? Je pense que intrinsèquement, j'ai toujours vu le Canada comme très, très éloigné. Okay. Il y a une distance physique, mais il y a une distance culturelle aussi. C'est l'Amérique du Nord. Bon, là où, dans le contemporain d'un étudiant africain, il y a toujours des gens qui sont allés en France. Il y a des gens qui sont allés au Canada, hein, mais la France, c'était beaucoup plus récurrent. Et puis, il y avait aussi beaucoup plus de publicité de la démarche Campus France. Beaucoup de gens en parlaient, bon, on va faire Campus France, on va faire Campus France. Donc, je pense que ça s'est imposé un peu naturellement. Et puis, il y a aussi l'aspect culturel, je suppose. Oui, on parle de la Côte d'Ivoire qui est très francophile. Ouais.
qui fait qu'il y a une très grande présence de l'univers culturel français dans le sillage estudiantin ivoirien. Je pense que ça aussi, ça a joué. Mais de toute façon, on dit que quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. On dit ça, ouais, mais bon, est-ce que c'est vrai? Je pense un peu quand même. Hein. Mais non, je pense que ce qui a joué, c'est le fait de voir qu'il y avait plus de monde qui venait en France. C'est vrai, voilà. C'est vrai que ça joue beaucoup. Ouais. Et une fois arrivé du coup en France, quelles ont été tes premières impressions en fait? Ouais. Très bonne question. Parce que avant d'arriver en France, il y a toute la démarche qui prépare un peu à cette idée-là. Il y a plusieurs éléments qui permettent un peu d'avoir une idée de ce que serait la France. Mais une fois qu'on arrive, on se rend compte qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est qu'un pays qui est à 6000 km. Ouais. C'est compliqué. Mais voilà. Donc, je pensais avoir une idée de ce que serait la France. Quand je suis arrivé, les premières impressions, c'est que, en fait, c'est différent. Voilà, les étudiants que je connaissais qui avaient fait Campus France et qui venaient en vacances ne disaient pas toujours tout ce qu'ils avaient vécu, parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, tout simplement. En tout cas, c'était très beau dans leur bouche. Oui. Voilà. Et puis, une fois qu'on arrive, on se rend compte que, bon, voilà, la réalité, c'est que c'est différent. Voilà. Ouais. Et toute différence a son côté positif comme négatif. Hein. Et pour répondre précisément à la question, les premières impressions étaient « Ah, en fait, ok, c'est très différent. » Le système, la culture, voilà. Ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment à la télé. Hein. Faut être sur place. Voilà, pour voir. Il y a une dominante culturelle qui est différente quand même de l'Afrique. Voilà. Donc les premières expériences, pour être sincère, elles étaient mitigées. Voilà. Passer l'euphorie de « Ok, je suis en France, je suis dans une université française », j'ai réussi ma démarche Campus France. Passer cette euphorie-là, il faut bien se rendre compte que la réalité, elle est un peu différente. Voilà. T'es arrivé en plein hiver? Je suis arrivé le 19 septembre, c'était pas encore l'hiver. Et pour passer les 30 degrés d'Abidjan, il faisait froid. Voilà. Et bon... En tout cas, c'est un choc que tu ne pouvais pas rater, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, les jours commençaient à se réduire, les nuits, voilà. Et le réveil, il ne fait pas très clair, c'est encore sombre. Donc, les premières expériences, elles étaient assez mitigées, ouais. Mais juste avant que Aristide rebondisse, tu as grandi dans quel quartier précisément à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Alors, moi, je n'étais pas forcément dans un quartier d'Abidjan. Okay. J'étais à côté d'Abidjan qui s'appelle Benjerville. Voilà. Okay. C'est très connu. Hein, oui, je crois. Voilà. Ouais. Donc, je n'étais pas dans Abidjan. Okay. J'étais à côté d'Abidjan. D'accord. Mais Benjerville, ce n'était pas très loin de l'université. Par exemple, Yopougon, qui est très connu des Abidjanais, c'était plus loin que Benjerville, où moi j'étais. Donc, en soi, je ne suis pas un Abidjanais en tant que tel. Voilà. Okay. Et donc, tu es arrivé directement à Rennes ou tu es passé dans une autre ville avant d'arriver à Rennes? Ouais. Alors, je suis arrivé à... J'ai fait Nantes, après Paris, avant d'arriver à Rennes. Pourquoi? Je réfléchissais parce que je me dis, est-ce qu'il faut rentrer dans ces détails-là? Non, mais vas-y. Mais la question, il n'y a pas d'arrière-pensée. Je voulais juste demander. Oui. Non, mais ça. En fait, quand je suis arrivé, j'étais chez une personne de la famille qui devait m'accueillir et qui avait des choses à faire d'abord avant d'arriver sur Rennes. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, la première ville dans laquelle je suis arrivé, c'était à Nantes. D'accord, voilà. Okay. Et donc, après, j'ai accompagné cette tante-là
à Paris, dans une réception, avant de revenir à Rennes. Mais donc, il y a ce truc-là où il y a beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent, ils sont dans une résidence tout de suite livrée à eux. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être dans une famille. Tu étais entouré, quoi. Voilà. Ce qui est très important, hein, parce qu'il y a un choc que j'ai connu un peu plus tard. La fameuse solitude des cités universitaires. Moi, je l'ai connue après. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là d'être un peu en famille avant. Mais Ah, je mais pense c'est bien. que ça t'a permis aussi de t'orienter sur certains aspects, aussi Oui. pour certaines démarches, en fait. C'est ça, tout à fait. Donc effectivement, j'avais vu déjà de loin un aperçu de ce que c'était une certaine réalité étudiante étrangère en France. Ça a permis d'être un peu préparé aussi à cette réalité-là. Les premières démarches, les premiers rangs qu'on fait pour telle ou telle démarche. Bon, une fois qu'on arrive dans le contexte universitaire, tu te débrouilles seul. Mais moi, après, j'étais en famille, donc ça va. Il y a eu un avantage quand même. Cela dit, j'ai fait 2 mois. Et après, j'ai intégré, c'est ce qui était prévu initialement. J'ai intégré la cité universitaire au bout de 2 mois. Ok. Donc, je suis arrivé en septembre, c'est en fin octobre, début novembre que j'ai commencé ma vie universitaire solitaire, on va dire. Ok. Et là, on est en quelle année? 2015, du coup. Je suis arrivé en France le 19 septembre 2015. Wow. C'est une date qui rappelle beaucoup de choses aux Ivoiriens, d'ailleurs. Hein. Ah ouais? Il s'est passé quoi? Il y a eu une crise très célèbre, la crise de 2002, qui a commencé le 19 septembre 2002. Ok. C'est une date un peu... Voilà. D'accord. Ok. Non, mais franchement, je pense que tu as eu de la chance, en fait. Je le dis par rapport à nous autres qui sommes arrivés directement, effectivement, comme tu as dit. Tu es confronté, en fait, tu arrives et voilà. Oui. Tu atterris dans la résidence universitaire, comme tu as dit. Soit tu connais une ou deux personnes. Ouais, ça change tout. Hein. Et ça change tout, en fait. Ça change énormément de choses. Ne serait-ce que les premiers réflexes. Certaines choses très pratiques, les premières adresses, où faire ses courses, les détails pratiques du quotidien. Après, ces choses-là, on les apprend très vite en contexte universitaire. Quand je parle de contexte universitaire, c'est résidence universitaire. Oui. On les apprend très vite parce qu'il y a toujours des gens qui sont là depuis très longtemps, qui maîtrisent tout ça parfaitement. Mais au départ, ne serait-ce qu'avoir la possibilité d'avoir une famille d'accueil, ça c'est très important. Et moi je vois ça d'ailleurs de plus en plus avec des personnes qui sont certes seules, soit en cité universitaire ou dans un logement loué, mais qui ont un lien avec une famille d'accueil. Oui. Voilà. Et moi en tout cas, les personnes à qui je conseille, qui me demandent conseil, je leur conseille ça. Voilà. Ok, vous arrivez, faites en sorte d'être en lien avec quelqu'un. Mais c'est pas évident. Oui, non. En fait, il y a je pense qu'en explorant les réseaux associatifs des différents pays, il y a moyen de mettre quelque chose en place. C'est vrai. Par exemple, c'est-à-dire que tu sais que tu vas venir en France, tu vas sur Facebook, par exemple. Tu cherches l'association des Maliens de Rennes, par exemple. C'est vrai. Et là, il y a forcément des gens qui vont te dire, OK, quand tu arrives, peu importe là où tu habites. Moi, j'ai un pote qui a été président de l'association malienne, qui a mis ça en place, qui a imposé ça dans son association, donc, qui fait qu'ils reçoivent tous les étudiants maliens qui arrivent à Rennes chaque année. C'est une sorte de starter pack un peu. Voilà, ils ont toutes les informations. J'ai déjà participé à une de leurs activités dans ce sens-là. Et en fait, les étudiants ont tout. Et c'est génial, quoi, parce que ça permet un très bon départ. Alors, c'est pas pour lancer des fleurs aux Maliens, mais je pense que je pense qu'ils sont très organisés parce que j'ai vécu ça en Tunisie.
On arrive en Tunisie où on était boursier et tout. Et laisse-moi te dire, ils étaient très organisés. Tu vois, le bus qui quittait l'ambassade mettait tous les Maliens dans le bus et les déposait dans chaque ville. Ce que le Congo n'a pas fait. Nous, chacun partait dans sa ville. Mais c'est vrai que l'exemple du Mali, waouh, incroyable. Non, on va éviter de parler de chaque pays. Oui, sinon ça va. Moi aussi, j'ai pas eu ce privilège. Pour prendre un exemple. Non, mais c'est intéressant à savoir. Ok. Ne serait-ce que, voilà, un premier départ, ça pourrait aider beaucoup. Voilà. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qui sont en train d'être mises en place, comme là avec le carnet de l'étudiant. Je pense que ça rentre dans cette démarche-là. C'est ça. Effectivement, oui. S'il peut y avoir une émission spéciale étudiants étrangers en septembre. Oui. Alors peut-être un peu avant quand même, parce que bonne idée. Voilà, les étudiants arrivent généralement en août. Voilà, donc, non, on va le faire. On va le faire. Donc, on peut dire quand même que tu n'as pas eu beaucoup de difficultés au fait, à t'intégrer, au fait, à t'entendre. Alors, moi j'ai eu la chance, je ne peux pas mentir, que les premiers jours, je n'ai pas vécu certaines difficultés que beaucoup de gens ont vécues, honnêtement. Après, si par difficulté, tu entends avoir la possibilité d'avoir les premiers conseils pour pouvoir s'intégrer facilement, honnêtement, oui, j'ai pas eu beaucoup de difficultés là-dessus. En fait, je pense que j'ai eu cette chance-là d'avoir les premiers conseils qui m'ont permis de faciliter mon intégration. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'insiste là-dessus. Je pense que quand bien même il n'y a pas de liens familiaux à côté, le réseau associatif, il est très important. En fait, là, il y a forcément le choc culturel. Un étudiant africain qui arrive dans un pays européen, il y a ce choc culturel-là. Seul, c'est plus difficile. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir une intégration un peu facile dès le départ. En tout cas, c'est une très bonne chose. Que tout le monde n'a pas eu la chance. Mais cela dit, effectivement, pour avoir été longtemps en cité universitaire, on n'est pas si seul souvent aussi. J'ai envie de dire, c'est une sorte d'étape transitoire un peu, dans le sens où il y a quand même d'autres étudiants qu'on côtoie. Et puis, c'est pas très dramatique d'apprendre aussi, dans un premier temps, à pouvoir se créer ce premier réseau-là soi-même. Oui. Et bon, je parle beaucoup de cité universitaire parce que c'est là que j'ai commencé mon parcours de personne qui vit seule. On apprend beaucoup de choses socialement là. Ne serait-ce que les premières amitiés, les premières affinités. Ce monsieur-là, on s'est connu. Ok, voilà, etc. Donc, en soi, c'est pas aussi dramatique. Dans le sens où on peut se créer aussi son réseau à ce niveau-là, son réseau social non numérique. Ok. Il faut savoir aller vers les autres. Ouais, c'est ça aussi. Réseau social non numérique. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on va survoler un tout petit peu. Tu t'intègres bien, donc tu fais ton parcours, tu fais ton master. Et après, tu décides de faire une thèse. Oui. Alors, je te laisse effectivement pour que je ne le dis pas mal. Comment ta thèse est intitulée? Est-ce que tu peux nous en parler, en fait, en grande ligne, en fait? Est-ce que c'est facile de faire une thèse, effectivement? Ok. Avant d'en arriver à la thèse, je vais peut-être faire un tour rapidement sur les années de master. Donc, moi, j'ai fait 2 années de master, comme je l'ai dit, à Rennes 2. C'était une sorte de master en cohabitation avec l'IEP, et qui était sanctionné par un mémoire de master. Donc, au départ, c'était pas très clair dans ma tête que j'allais faire une thèse.
C'est un master de recherche. Un master de recherche, mais en même temps, l'idée des masters, c'est que le format général est à la fois à cheval entre la recherche et une dose de professionnel un peu. C'est-à-dire que dans ce master-là, certaines personnes sont allées dans des ONG faire des stages. Et donc, plutôt que de rédiger un mémoire de master, on rédigeait un rapport de stage en lien avec leur stage et ils sont allés après dans des organismes privés. Donc, c'était un master de recherche classique, mais qui avait cette ouverture-là aussi. Puisque l'intitulé, c'était « Relations internationales et interculturelles ». C'était suffisamment vague, un peu flou pour laisser la place aussi à des profils un peu professionnalisants d'aller vers les organismes s'ils veulent. Donc je signale qu'au départ, ce n'était pas très clair. Non, si tu dis que ce n'était pas clair, qu'est-ce qui n'était pas... L'idée de faire de la recherche, l'idée de faire une thèse. Ce n'était pas figé, je fais une thèse tout de suite. Mais déjà en première année de master, je devais travailler sur une institution et puis j'ai pas réussi à avoir parce que pour travailler sur la dite institution, il fallait d'abord avoir fait un séjour immersif, avoir consulté les archives de cette institution. Moi, j'avais choisi l'UNESCO avant de pouvoir faire un mémoire de master là-dessus. Donc, moi, j'ai pas pu avoir ce séjour immersif. Donc, j'ai travaillé sur une institution ivoirienne qui s'appelle la KESTAB, qui est en fait la régie financière qui gère tout ce qui est l'organisation de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit, puisque je ne vais pas avoir une institution internationale ici, je vais travailler sur une institution ivoirienne que je pourrais aller voir. Si j'ai bien négocié le truc, c'est possible d'avoir des archives là-bas. Donc, j'ai travaillé sur la KESTAB et j'en ai fait un mémoire de Master 1. Et en Master 2, j'ai trouvé que j'avais accès à des archives de la KESTAB. Donc, j'ai fait un mémoire de master sur les archives de la KESTAB. Mais j'ai trouvé que les archives de la KESTAB documentaient très bien un épisode très douloureux de la Côte d'Ivoire, la fameuse crise du cacao. Voilà. Donc, au départ, j'étais parti sur l'idée de travailler sur une institution. Et puis après, j'ai travaillé sur une crise, la crise du cacao, déjà en master. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de poursuivre la recherche. Parce qu'en master, initialement, j'avais fait un master 1 sur la KESTAB. Ensuite, master 2 sur un aspect de la crise du cacao. C'est l'aspect qu'on appelle la politique de rétention. C'est-à-dire que l'État a voulu ne pas vendre. Ne pas vendre toute la production. Donc, j'ai découvert que, en fait, ça a eu des conséquences énormes. On est en quelle année là ? On est en 87. Ok. Ouais, 87. Et donc, j'ai documenté la crise, mais sur le seul aspect de la politique de rétention en master. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de poursuivre en thèse. Voilà. Okay. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire une thèse sur la crise du cacao. Voilà. D'accord. Voilà. D'où la thèse de doctorat. Parce que la vérité, c'est que moi aussi, je me posais la question, je me suis dit, bon, il y a quand même eu beaucoup de crises en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi celle-là en particulier Est-ce que je sais pas, il y avait un rapport émotionnel, sentimental, il y a peut-être un grand-père, un oncle qui a été impacté par cette crise. C'était vraiment ça. Je me disais, mais tiens, il y a eu pas mal de crises. Pourquoi avoir choisi cette crise-là ? Ouais, c'est une question tout à fait pertinente, mais c'est vrai que si je veux remonter à tous les chemins qui me mènent à cette crise, je pense qu'il faut au moins plus de 2 heures d'émission. Okay. Mais je vais essayer de résumer. Il y a d'abord donc
le point de départ de ça, c'est la découverte d'un aspect de l'histoire ivoirienne qui pouvait être documenté par des archives. Ok. Le grand défi d'une thèse en histoire, c'est on trouve des archives pour documenter voilà, ce qu'on veut étudier. Si je prends un exemple, je veux étudier la composante linguistique, par exemple, de la crise du Rwanda. Il faut que je trouve des archives pour documenter ça. Si je veux étudier la question du Kivu, il faut que je trouve comment documenter cette crise-là, soit par des enquêtes, soit par... Voilà. Donc moi, j'ai trouvé des sources qui documentaient une crise et j'ai fait un mémoire de master là-dessus. Ça, c'est un. Ensuite, il se trouve que... bon, déjà, moi, je suis ivoirien, donc... la plupart du temps, quand je me présentais, que je disais je suis ivoirien, on me dit il y a beaucoup de cacao là-bas. Oui, il y a beaucoup de cacao, oui. Et il y avait ça qui revenait. Donc, il y avait une image très positive associée au cacao et à la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, en fait, il y a le cacao, il y a la Côte d'Ivoire, et voilà. Sauf que moi, j'ai regardé et ça n'a pas toujours été positif, cette histoire de cacao. Voilà. Il y a eu des épisodes assez sombres, voilà. Notamment la crise du cacao. Donc ça, c'était le deuxième élément. Ouais. Le troisième élément, c'est que dans ma famille, il y a à peu près de tout. Il y a des planteurs, donc du cacao. Il y a des gens qui ont travaillé dans... certaines institutions en lien avec la filière cacao. Je connais des gens qui ont vécu des conséquences de cette crise du cacao. Ça, c'est le troisième élément. Donc, l'aspect pratique des archives, le côté cacao et Côte d'Ivoire qu'il faut éclairer, l'aspect familial. Et puis, en fait... ce que j'ai constaté aussi dans mes recherches, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le cacao, il est lié à la fois à l'économie et à la politique. Ça, c'est un élément qui n'est pas très clair. Parce que, excusez-moi, c'est le premier produit agricole d'exportation en Côte d'Ivoire. Ça a été longtemps le produit phare, au sens des tonnages, c'est-à-dire le produit que le pays exporte en très grande quantité, pendant longtemps. Maintenant, ça a tendance à évoluer. Honnêtement, on parle beaucoup d'EVA, d'acajou. Il y a beaucoup de producteurs industriels antillais qui ont investi dans la banane. En Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, qui exportent d'ailleurs. Donc maintenant, vraiment, le cacao, c'est plus vraiment... Mais dans les années 80, c'était vraiment... Quand le cacao va mal, c'est tout le pays qui va mal, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc c'est tous ces aspects-là qui ont fait que finalement je me suis dit il faut que je regarde dans le détail un peu d'abord comment a été gérée la filière cacao dans les années 80, qui étaient des années de crise. Et puis comment documenter le fait qu'il y a aussi des liens, des relents politiques, notamment l'ouverture au multipartisme dans les années 90, en lien avec la crise. Voilà. Et du coup, donc tu écris ta thèse. Oui. Et, je me dis que c'est pas facile quand même de faire une thèse. C'est quoi les préalables? Est-ce que tout le monde peut faire une thèse donc, Oui, alors c'est une très bonne question qui est très vaste. Tu essaies un peu de condenser. Je peux essayer de... Non, mais parce que c'est une question qui est importante quand même. Parce que derrière cette question, il y a l'idée de... En fait, est-ce qu'il faut un profil particulier pour faire une thèse? Est-ce qu'il faut des prérequis? Est-ce qu'il faut,
quelles conditions? Moi, j'ai envie de dire tout de suite que toute personne qui veut faire une thèse et qui a un diplôme de Master 2 peut faire une thèse. Voilà. Tout simplement. Parce que pour aller en thèse, il faut avoir un Master 2, de préférence un Master de recherche, même s'il y a des thèses CIFRE dans le milieu professionnel, où une entreprise peut payer, peut te financer des années de recherche. Donc, c'est possible? Oui, c'est possible. Mais tu travailles dans l'entreprise et ils te financent? Oui, oui, c'est-à-dire que l'entreprise a une problématique précise qu'elle n'arrive pas à résoudre en interne. D'accord. Donc, elle va rechercher un profil suffisamment qualifié dans le monde de la recherche et suffisamment proche de ces problématiques-là pour résoudre ce problème-là. Les entreprises de la tech, par exemple, font ça beaucoup avec les informaticiens. Dans la finance aussi, voilà, etc. Donc, c'est possible, ça. Et ils mettent ces annonces-là sur Indeed, sur... Alors, la plupart du temps, c'est souvent en lien avec des laboratoires de recherche. Toutes les thèses sont dans tous les cas inféodées dans des laboratoires de recherche. Donc, c'est la composante R&D de l'entreprise qui va gérer ça. Donc, c'est toujours en lien avec le département recherche et développement. Qui, eux, vont dire, en informatique, par exemple, on veut développer l'IA, financer des recherches de 3 ans, ou on veut savoir comment financer les petites et moyennes entreprises dans les grands lacs, par exemple. Je donne un exemple. C'est un peu ça. Ça ne t'a pas intimidé, l'idée, rien que l'idée de faire un doctorat, une thèse et tout ça, parce que il faut beaucoup écrire, il faut beaucoup de recherches, c'est prenant. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, ça t'a pas intimidé tout ça? Bon, en réalité, je pourrais dire que là-dessus aussi, j'ai été chanceux. Moi, j'ai été pris dans un étau, une sorte d'enchaînement de plusieurs dynamiques, opportunités qui ont fait que quand j'ai levé la tête, j'étais déjà en 3e année de thèse. En fait, ça s'est enchaîné assez rapidement. La première année de master, la 2e année de master, ça va un peu répondre à ta question. De la 2e année de master à la thèse, il y a beaucoup de discussions déjà. Les coûts de master, surtout recherche, sont calibrés pour que vous ayez suffisamment d'espace de discussion avec les enseignants qui disent « Ah oui, votre sujet, il peut être élargi. Est-ce que vous voulez l'élargir ?» Oui. Pour l'élargir, il faut faire une thèse. OK, voilà. Et puis les discussions s'enchaînent. C'est de ces enchaînements-là que je parle quand je dis qu'il y a eu plusieurs dynamiques qui m'ont conduit à la thèse. De façon un peu naturelle, j'ai envie de dire. Voilà. C'est-à-dire que la nature de mon sujet de recherche en master faisait qu'il fallait poursuivre. Et l'opportunité, honnêtement, s'est présentée à moi. C'est-à-dire que j'ai eu un encadrant, et c'est très important aussi. En fait, dans l'idée de la thèse, ça va minimiser un peu l'idée de ce qui est intimidant. Il y a d'abord l'idée d'un sujet. Il faut que ça passionne quand même. Parce que c'est minimum 3 ans. Voilà, donc faut vraiment que ça passionne un petit peu. Il y a l'idée d'un sujet qui intéresse à la fois la personne qui va travailler sur ce sujet et l'enseignant qui va l'encadrer. Voilà. Ça, c'est important. Il y a l'opportunité de financer ce projet-là. C'est très important. Peut-être que des questions précises vont venir là-dessus. Mais ensuite, il y a un laboratoire de recherche qui va accueillir cette recherche-là. Moi, honnêtement, ces 3 opportunités, je les ai eues, ne serait-ce que dans les discussions avec je suis parti en thèse avec 2 personnes qui ont encadré. Dans les discussions que j'ai eues avec ces 2 personnes, j'ai eu ces opportunités-là. Justement, et j'en reviens encore à ces années de master, parce que durant les années de master, j'ai découvert qu'il était possible de documenter une crise. Donc, si je veux sortir un peu de mon cas personnel, qui était une opportunité que j'ai réussi à exploiter,
j'ai envie de dire que pour faire une thèse, il faut, dans un premier temps, déjà savoir comment est-ce qu'on s'est senti durant les années de master, notamment dans la période de rédaction du mémoire de master. C'est un peu là qu'on sait si on est intimidé ou pas. Oui. Voilà. C'est pour ça que je dis que quand j'avais la tête baissée, quand j'ai levé la tête, j'étais en troisième. Voilà, parce que honnêtement, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ce sujet. Ouais. Voilà. Et mes années de master se sont plutôt bien passées. Mais il peut arriver qu'on change de sujet. Du master à la thèse. Oui, ça c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc, et ça, c'est la majorité des cas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un master qui est fait, qui est mis de côté. Voilà, le master est fini. Et on réfléchit à l'après. Ça, c'est la majorité des cas. Okay. Voilà. Parce que c'est comme ça. Un sujet de master, il est fait pour avoir un début, une fin, une soutenance, et c'est fini. Donc, dans ces cas de figure-là, effectivement, il peut arriver qu'on soit un peu intimidé par l'idée de encore faire 3 ans, alors que j'ai fait 2 ans. C'est vrai. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est très important de voir comment est-ce qu'on s'est senti dans ces années de master. Parce que c'est un exercice à la recherche en soi. Oui. Si on a été très à l'aise, bon, on se dit, oui, je peux prendre 3 ans en plus. Même si on n'a pas été très à l'aise, parce que être à l'aise ou pas, ça dépend du sujet sur lequel on a travaillé. Donc ça peut ramener à un deuxième sujet qui est le sujet qu'on choisit. Il faut qu'on soit suffisamment à l'aise pour travailler là-dessus, quoi. Effectivement, et merci de l'évoquer aussi, parce que des fois on entend que l'idée, il faut qu'elle plaise. Donc à la personne en fait qui va rédiger la thèse, mais aussi au professeur ou à l'enseignant qui va l'accompagner. Est-ce que c'est facile effectivement pour que vous partagiez donc pour que vous ayez le même intérêt pour exactement le sujet. Alors j'ai envie de dire, parce qu'on en entend souvent en fait. Non, c'est une vraie question. C'est que en fait il y a celui qui est le spécialiste du sujet, c'est-à-dire le doctorant, qui va travailler sur le sujet, mais il y a un enseignant, la plupart du temps de rang A, donc qui est suffisamment repéré comme expert dans le milieu de la recherche, qui va encadrer ce travail. Je ne dirais pas que le sujet doit lui plaire. Je dirais qu'il faut qu'il soit d'accord que tu travailles sur ce sujet. C'est différent. C'est-à-dire qu'un enseignant peut dire, bon, monsieur Jevic, vous voulez travailler sur tel aspect du sujet, moi je n'y connais pas grand-chose, mais vu la présentation que vous faites de ce sujet, c'est très pertinent. Donc j'accepte de vous accompagner. Je précise, je n'y connais pas grand-chose, mais je peux encadrer. Voilà. Ça peut arriver. Moi, j'ai travaillé avec un spécialiste des droites françaises, ce qui est très éloigné de l'histoire contemporaine africaine. Voilà. Mais il a décidé d'encadrer mon travail. Donc, je ne dirais pas plaire, mais je dirais... trouver un intérêt. Voilà. Trouver un intérêt. Et puis, pour cela, il faut aussi miser sur soi-même, sa capacité à pouvoir présenter le sujet pour que ça puisse l'intéresser. Et honnêtement, les enseignants sont très ouverts. Du coup, dans ton cas, est-ce que tu as été en fait en Côte d'Ivoire pour, je suppose, pour documenter, ça t'a pris combien de temps en fait? Oui. Donc, une fois qu'il était acquis que j'allais faire une thèse sur la Côte d'Ivoire, d'un point de vue méthodologique, il fallait que je fasse au moins un séjour, au moins un. En réalité, j'ai fait 4 séjours de 3 mois. Voilà, mis bout à bout, ça fait 1 an. Pour documenter justement cet aspect-là. Donc en fait, si je dois résumer le travail que j'ai fait en thèse, l'idée c'était de comprendre d'abord d'où vient la crise du cacao, qui est liée à la baisse des cours du cacao, qui a diminué les revenus de l'État. L'État a diminué les revenus des planteurs. C'est ça qui s'est passé.
Et donc, l'idée, c'était de comprendre d'où est-ce que ça venait. Ensuite, quels ont été les impacts sur les planteurs, hein. Quand on divise le prix d'achat du cacao par 2, comment est-ce qu'ils le vivent concrètement? Et puis, qu'est-ce que ça a provoqué comme remous dans la société, hein. Donc, pour documenter ça, il fallait d'abord consulter des archives sur place. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 4 séjours. Parce qu'au bout les 3 premiers mois de la première année, c'est passé trop vite. Ouais. Après, il fallait revenir, il fallait repartir. Et ces allers-retours sont financés par le laboratoire de Alors, ouais, effectivement, il y a, une fois qu'on est affilié à un laboratoire de recherche, il y a des dispositifs qui existent. OK. Voilà, pour faire du terrain. C'est pour ça que c'est toujours important de discuter ces questions-là un peu avant. Oui. En fait, l'encadrant, si on veut prendre les choses dans l'ordre, le sujet est présenté à un encadrant, le sujet est accepté et la personne qui encadre, donc le professeur qui est le directeur de thèse, lui, il va avoir un regard plus méthodologique. Ouais. Bon, ce sujet-là, pour le faire, il va falloir effectivement faire des allers-retours, pour prendre mon cas. En Côte d'Ivoire, ça va nécessiter d'utiliser tel dispositif. Voilà. Et puis, ensemble, vous voyez aussi la question de la méthode à utiliser. Il faut consulter des archives, ça c'est évident. Il faut faire des entretiens aussi. Pouvoir interroger les acteurs de la crise qui sont encore vivants. Donc, tous ces aspects-là sont su un peu... Ça permet, en amont, de préparer le doctorant et aussi les équipes, l'encadrant, pour utiliser tout ce qui est dispositif de financement de terrain. Okay. Voilà. Et donc, dans les laboratoires de recherche, il y a de plus en plus de dispositifs pour financer des terrains à l'étranger. Okay. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui sont très facilement résolvables. Si tu veux faire une thèse et que tu as un terrain, moi je connais des doctorants à Rennes 2 qui travaillent sur l'Amérique latine. Il y a des dispositifs du laboratoire de la ville de Rennes Métropole. Voilà, donc qui financent ces terrains-là. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, par exemple, je ne savais pas. C'est intéressant. Rennes Métropole, par exemple, a un dispositif de mobilité sortante. Okay. Voilà. Donc, les doctorants ont la possibilité de postuler à ces dispositifs-là. Et ça peut être utilisé en complément d'un autre dispositif de financement de terrain, par exemple. Ce qui fait que souvent, la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, les frais de transport, au moins les frais de transport, billets d'avion étaient pris en charge. Ok. Voilà. En tout cas, Rennes 2, dans le cadre du carnet de l'étudiant étranger, j'envisage faire des enquêtes sur les étudiants qui sont retournés au pays. Voilà, les étudiants qui étaient ici en France qui sont retournés au pays. Donc, financer mon billet de... Aristide, ça t'a jamais passé à l'esprit? Par exemple, ça t'intéresserait de faire un doctorat, peut-être? Franchement, là, non, c'est pas là, c'est pas vraiment... là, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais une fille en temps... Et comme il a dit, effectivement, quand vraiment tu es à fond dans tes études, tu te dis, mais peut-être tu te projettes, mais entre-temps... tu peux vivre d'autres choses qui t'éloignent un peu de cet intérêt. Ça, puis, mais on ne sait jamais. Parce que des fois, j'en discute avec... où des gens viennent vers moi et ils disent, il y a des choses comme ça. Et puis, comment dire, ça fait naître un peu une envie, mais je pense que c'est pas... Exactement, il faut après, si je peux rajouter un peu par rapport à ça, un truc par rapport à ça, c'est que il y a des doctorants, des thésards, il y en a de tous les profils et de tous les âges. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, en pleine carrière, découvrent un aspect qui pourrait être exploré, peu importe le domaine d'ailleurs, dans le cadre d'une thèse en 3 ans. Il y a des professionnels qui n'étaient même pas en lien avec la recherche. Ils travaillaient par exemple dans une institution, dans tel ou tel domaine d'activité et qui
voulant explorer un sujet, a voulu le faire dans le cadre d'une thèse. Après, une fois que la décision a été prise, il faut passer par la case, trouver un financement, trouver un laboratoire de recherche, un directeur de thèse, et puis mettre en place un programme de travail qui te permettra après de... Alors, j'ai une question, mais basique de chez basique. Quand on parle de laboratoire de recherche, on te donne des horaires comme à la fac, genre tu te lèves à 8 heures, La question est pas basique du tout. Ok, parce que c'est une question centrale. En gros, comment travaillent les doctorants l'organisation. Voilà, c'est une vraie question. Okay. En fait, si tu veux, donc, partant du point de départ qui est un étudiant du Master 2 qui vient d'accéder en thèse. Donc, l'idée, c'est que tu es affilié à un laboratoire de recherche. Bon. Ensuite, tu as un sujet sur lequel il faut que tu travailles. Voilà. Donc, l'affiliation à un laboratoire de recherche te donne droit à un site, la plupart du temps. Et autant que faire se peut, tous les laboratoires de recherche donnent des sites, des bureaux à leurs doctorants pour travailler. Je précise que un laboratoire de recherche peut être multisite, c'est-à-dire qu'il peut être affilié à l'université Rennes 2, arrête un site droit, site économie, etc. Donc, il peut avoir des sites dans différentes facs. Donc, tu as un espace de travail. L'espace de travail des doctorants, la plupart du temps, il est en mode open space. Donc, vous êtes plusieurs doctorants dans cet espace-là. Et puis, après, c'est à toi d'organiser ton travail. Moi, ce que je dis la plupart du temps, quand je discute avec des gens qui viennent d'entrer en thèse, c'est que dès le départ, il faut prendre ton rythme en même temps. Voilà. Parce que 3 ans, ça passe très vite. La durée théorique d'une thèse, c'est 3 ans. Après, la durée réelle d'une thèse, en moyenne, c'est 5 ans et demi. Oui. Moi, j'ai fait 6 ans. Donc, oui. Tu as bien fait de le préciser. Oui, parce qu'en fait, il y a un mythe. En 3 ans, il est difficile de faire une thèse. Sauf si c'est en mathématiques appliquées. Voilà. Il y a quand même des gens qui y arrivent. Oui, il y a des gens qui en 3 ans, ont fini leur... Mais la réalité, c'est que... en fait, le déploiement d'une recherche peut prendre plusieurs dimensions. À un moment donné, selon tel ou tel aspect, il va falloir peut-être faire un peu plus de terrain, il va falloir peut-être envisager une nouvelle documentation, etc. Donc, moi, ce que je conseille aux doctorants, c'est dès la première année de prendre un rythme de travail qui leur convienne. Voilà. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vérifier s'il y a 8 heures pile, tu es en place dans ton bureau et que tu repars à 18h30. Non. Il y a une vraie liberté aussi. Parce que, en fait, quand on regarde bien les cycles, on se rend compte que du premier cycle au 3e cycle, ce qui change, c'est la liberté de l'étudiant. Au premier cycle, on les assomme d'évaluation. Au second cycle, il y a une semi-liberté. Et puis, au 3e cycle, tu es assez autonome. Donc, ce qui fait qu'en thèse, tu es très, très autonome. Tu fais ton travail, ton programme comme tu le sens. Mais il y a le revers aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a des comptes à rendre annuellement. Donc, ce qui fait que, voilà, il n'y a pas vraiment des horaires pour répondre à la question, mais il y a un rythme de travail à avoir parce qu'il faut déployer la recherche. Il faut commencer à organiser s'il faut aller sur le terrain. Il faut commencer à organiser aussi les premières explorations. En fait, une thèse, c'est un sujet qu'on déploie sous forme d'exploration au travers d'une méthode et après, on doit communiquer les résultats. Voilà. Donc, si tu dois faire du terrain, des enquêtes ou consulter des archives, tout ça, tu l'organises en amont par ton travail quotidien. Voilà. Et donc ça, moi, je préfère conseiller aux gens d'avoir tout de suite un rythme de travail. Après,
Et moi, y compris, je n'ai pas toujours été à 8 heures au labo. Et il y a des périodes où, bon, voilà, tu n'es pas libre, tu n'es pas dans le mood d'un travail. Et à ce moment-là, tu fais autre chose. Voilà. Sinon, j'avais une question c'est juste une question de précision. Donc, toi, tu avais un contrat avec un labo pour 3 ans. Initialement, il y a une convention entre toi et le labo. Et sinon, en termes de financement, est-ce que ce labo-là continue de te financer sur les 6 ans ou est-ce que tu as trouvé d'autres sources de financement? Parce que je sais qu'on peut cumuler plusieurs sources. Ok. C'est une question importante. En fait, le financement d'une thèse, quel que soit le nombre d'années, c'est 3 ans. Voilà. Ça, c'est important parce qu'il faut se dire qu'au bout de 3 ans, il n'y a plus de financement de thèse. Voilà. Moi, j'avais un financement de Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas parti sur les financements, les contrats doctoraux ici, qui ont un autre fonctionnement un peu différent. Mais dans tous les cas, tous les financements sont pareils. Puisque la durée théorique d'une thèse, c'est de 3 ans, le financement, il est de 3 ans. Et ce sont les tutelles, donc les universités, qui financent. Pas les laboratoires de recherche, mais à l'issue de ces 3 ans, si ta thèse n'est pas finie, tu continues le travail. C'est pour ça que il y a des gens qui vont en thèse sans financement, honnêtement. C'est possible. Mais là, tu es obligé de faire un boulot. Voilà, c'est ça. Ouais, tu dois... par exemple, attends. Oui. C'est dur quand même. C'est une vraie question. Oui, mais est-ce que, avec tous les respects que j'ai pour les gens dans la restauration, mais est-ce que tu peux être dans la restauration et en même temps... Je connais des gens qui ont fait leur thèse sans financement, qui travaillaient à côté. Oui. Je précise ma question. Est-ce que, pour financer, est-ce qu'on peut faire un job... manuel, physique? Non, un métier laptop, comme on dit. C'est-à-dire, je suis chargé de com dans une entreprise pour financer mon doctorat. Ça passe ça ou pas? Alors, faut voir si, d'un point de vue contractuel, à partir du moment où on n'est pas, on n'a pas un contrat ailleurs, on peut le faire. En vrai, de vrai, le mieux c'est de faire 3 ans. Tu finis, parce que là, je suis en train de réfléchir. Je me dis non, 3 ans c'est bon, tu fais parce que sinon non, mais déjà, en fait, il faut distinguer les choses. La thèse en elle-même, elle a une certaine dimension qu'elle va prendre. La question du financement est à séparer de cette dimension-là. C'est 2 logiques différentes. Parce que si on veut faire de la recherche, on doit répondre à une question. Donc, on pose une question, c'est une problématique centrale à laquelle on répond au travers d'une méthode. Ça peut prendre des dimensions X comme Y, qui ne doivent pas être influencées par d'autres logiques en marge. Donc, on ne peut pas dire que, je vais assujettir mon travail de recherche à la durée de mon financement. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est important. Donc, c'est ce que j'essaie de dire aussi souvent, c'est que autant que faire se peut, il faut faire le deuil de je vais faire en sorte de pouvoir calquer la recherche sur la durée du financement. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut commencer à anticiper les moyens connexes de financement a posteriori. Voilà. Et donc, effectivement, c'est là que peut intervenir. Moi, par moment, mon financement, il venait de très loin. Honnêtement, de Côte d'Ivoire. Donc, les collègues ici, ils avaient leurs contrats doctoraux. C'est très, très régulièrement. Le mien, ce n'était pas toujours le cas. Donc, par moment, il fallait passer par des petits boulots à côté, ce que j'ai dû faire par moment durant ma thèse pour pouvoir vivre.
j'ai pu le faire autant que faire se peut. En fait, c'est deux logiques différentes. C'est que c'est là que ça peut devenir compliqué. Pour ne pas être trop dans le côté angélique de la thèse, c'est beau. Ouais. À un moment donné, c'est vrai que peut-être que ça peut devenir difficile. Voilà. Financièrement, matériellement. Il peut avoir un indicateur. C'est que le projet scientifique lui-même, est-ce qu'il tient toujours la route? Voilà. Est-ce que, honnêtement, au fond de moi, je suis toujours en mesure de répondre à la question centrale que je me suis posée? Si oui, la question financière elle devient secondaire, honnêtement. C'est vrai. Même si c'est dur, je n'en disconviens pas. Mais on trouve toujours des moyens de résoudre cette question-là. Ce qui est fait la plupart du temps, nous, en histoire, c'est que après la fin du financement de thèse, on va au collège ou au lycée. Beaucoup de collègues font ça. Ah, ok, pour enseigner. C'est ça, pour enseigner. Et du coup, ça peut faire... C'est pour ça que certaines thèses sont... Voilà. C'est passer les 3 ans financés, ça se rallonge un peu. Oui. Voilà. Et c'est là que ça commence à devenir une petite course un peu. Voilà. Mais j'ai envie de dire, il y a un indicateur, il y a une sorte de boussole à l'intérieur. Est-ce que le projet scientifique, il tient toujours? Si oui, on continue. Il y a aussi, malheureusement, il faut le dire, le fait que souvent, certaines personnes abandonnent. Oui. Voilà. Ça aussi, ça arrive. Ça arrive. Malheureusement. Et les raisons sont légion. Ok. Voilà. C'est pas... j'ai pas de financement, c'est pas je suis pas bien encadré, c'est pas les raisons sont légion. Ça peut être des raisons personnelles, ça peut être une certaine fatigue. Voilà, ça peut être que le feu du début n'est plus là, voilà, etc. Et en fait, quand toi tu arrives au bout de ce rouleau, au bout de ces 6 ans, en fait, c'est quoi le ressenti? Qu'est-ce que ça fait d'avoir en fait une thèse, d'avoir soutenu une thèse? Honnêtement, c'est un peu paradoxal, honnêtement. Après la thèse, c'est un peu... Parce que, comme je l'ai dit, à force, on prend l'habitude. On prend l'habitude de travailler sur la même chose pendant longtemps. Et du jour au lendemain, il y a d'abord une phase d'excitation, hein, la phase de soutenance. Émotionnellement, on est chamboulé parce que il faut préparer la soutenance, il va y avoir des gens qui vont venir, ils vont « Ah ouais, il y a un aboutissement du travail ». Donc, il y a une surexcitation, sachant que la séquence soutenance, elle peut être aussi émotionnellement très montagne russe, parce que ça peut être positif, oh bravo, ça peut être aussi négatif, ou c'est le jeu, honnêtement. Il n'y a pas de soutenance plate, il y a des... Voilà. Et après tout ça, c'est le vide. C'est-à-dire, c'est le calme plat. Ah bon, c'est fini? Bon. Voilà. Donc, c'est un peu paradoxal. Honnêtement, on est soulagé. Les gens sont contents, on est content parce qu'on a fini. Mais très vite s'installe... faut pas faire la fine bouche. Honnêtement, quand on est docteur, on est content. Honnêtement. Voilà. Faut pas faire... Mais après, il y a un petit vide qui s'installe quand même. Et puis, il faut un petit temps de réadaptation pour se dire, bon, ok, cette phase-là, elle est terminée. Il faut commencer à penser à d'autres phases, etc. Visiblement, il y a beaucoup de facteurs en fait, à tenir en compte. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir surtout toute la durée, pendant ton doctorat en fait? Ouais, c'est une vraie question. En fait, comme je le disais, moi, le point de départ, c'était un projet scientifique qui me tenait à cœur. Et donc, au fil du temps, j'avais cet indicateur-là que j'allais regarder. Est-ce que ça tient toujours? Est-ce que je suis toujours intéressé? Est-ce que... et moi, ce qui m'a permis de tenir sur toute la longueur, c'est les encouragements que j'avais de l'équipe d'encadrants que j'avais. Non, le projet il est intéressant,
Et en fait, en soi, pour être tout à fait honnête, durant la thèse, il y a des phases où c'est pas drôle, quoi. Ouais. On n'en a pas parlé, mais pendant la thèse, il y a certaines injonctions. Okay. Voilà. Quand on est inscrit en thèse, chaque année, on passe devant ce qu'on appelle le comité de suivi individuel. Ok. Voilà. Ce sont des enseignants à qui on présente le programme annuel de recherche. Okay. Ce qu'on a fait durant toute l'année. Okay. Qui doit être validé en fait, c'est pas que c'est validé, c'est en gros, je leur dis ce que j'ai fait durant toute l'année. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça peut être signeux la liberté qu'on a en thèse. Oui. Parce qu'au départ, il n'y a personne qui est là. Le directeur de thèse, tu l'as vu une fois. Ok, c'est bien, bon courage. Voilà. Mais à la fin, il y a une équipe, le CSI, à laquelle il n'appartient pas. Oui. C'est d'autres enseignants. Voilà. Qui vont venir, bon, écoutez, qu'est-ce que vous avez fait, présentez-nous. Donc, c'est un échange un peu entre plusieurs. Voilà. Tu es là, ils sont là, et puis tu leur dis, bon, cette année, moi, j'ai parcouru, j'ai fait de la recherche documentaire, j'ai fait un terrain, ou pas d'ailleurs. Hein. J'ai lu tels articles, j'ai écrit aussi, parce qu'il y a aussi ça. En fait, il y a une logique qui voudrait que si on fait de la recherche, à un moment donné, il faut qu'on puisse, de temps en temps, sortir de là et décrire ce qu'on a trouvé. Oui. Voilà. Ça peut rébuter souvent les gens. Il faut publier des articles. Ce que j'ai l'habitude de dire là-dessus, c'est que, en fait, en soi, publier des articles pendant la thèse, c'est sortir un moment, dire que j'ai lu tels aspects, j'ai exploité telle source, voici les résultats. Ouais. Le tout mis dans 30, 45 000 signes et publié dans une revue. C'est ça les articles. Voilà. Sachant qu'on peut choisir d'attendre de soutenir sa thèse avant de publier des articles aussi. Voilà. Donc, l'idée de qu'est-ce qui a permis de tenir jusque-là, c'est aussi ces moments-là où, quand je rencontrais les équipes du comité de suivi individuel, ça s'appelle CSI, comité de suivi individuel, il y avait aussi des retours positifs. Ok. Voilà. Ce n'était pas toujours tous les retours qui étaient positifs. Ouais. Par moments, il y avait des retours cassants aussi. Ouais. Voilà. Faut savoir que c'est le jeu aussi. Hein. Ouais. Voilà. Faut pas prendre la grosse tête. Ok, monsieur assis seul dans son bureau et puis il nous sort un document. Faut qu'on teste si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc, en soi, si on regarde bien, tout est fait en sorte que on soit progressivement accompagné sur le volet scientifique du projet. Pour qu'à la longue, à la fin, au bout de 3, 4, 5 ans, on puisse avoir quelque chose qui tient la route pour une soutenance. Okay. Donc ça aussi, ce sont des indicateurs. Ça permet de voir si, le projet tient la route ou pas. Très bien. En tout cas, c'est un très bon parcours. Et maintenant, tu enseignes à l'Université Rennes 2. Oui. Et comment cette expérience ? Alors, en fait, quand on est en thèse, c'est aussi une des facettes de la thèse, c'est qu'on a la possibilité d'enseigner en marge de la thèse. Ça fait partie aussi des moyens connexes pour pouvoir financer la thèse. C'est-à-dire que moi, pendant les années de thèse, je faisais des vacations. Donc, je donnais des TD. Donc, c'est une expérience que je connaissais déjà pendant la thèse. Que j'aimais beaucoup parce que en fait c'était des matières que je n'avais pas forcément eues, mais honnêtement les contextes doctorants sont tellement bienveillants que là-dessus on est vraiment accompagné, quoi. Okay. Les anciens doctorants, ça aussi c'est très important, les relations avec les autres doctorants, ça c'est important, et ils sont cool en vrai. Ils sont vraiment dans la mansuétude de celui qui vient d'arriver, il faut... Voilà. Donc, Et moi, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite, à partir de la deuxième année, des vacations. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Et du coup, ça fait que quand j'ai fini la thèse et que j'ai commencé à enseigner, c'est quelque chose que je ne découvrais pas. Et honnêtement,
comme durant les années de thèse, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça, c'est un contrat en fait que tu... Oui, tout à fait. Que tu demandes ou juste... Alors, tu postules, c'est des contrats à terre. En fait, c'est les universités donnent leurs besoins d'enseignants qui se stipulent sous forme de contrats, soit des contrats bien précis en fonction d'une certaine durée d'heures et un certain nombre de cours. Et celui que j'ai, c'est un contrat à terme, donc qu'on peut avoir que pendant 2 ans. Alors, on ne peut pas faire 3 années de contrat à terme. Voilà. Et qui est assorti d'un certain nombre d'heures de cours obligatoires. Il y a une composante de recherche dans le contrat à terme. À terre, c'est attaché temporaire de l'enseignement et de la recherche. Voilà, donc, il y a une composante recherche et une composante enseignement. Et les enseignements, la plupart du temps, sont précisés dans l'intitulé du contrat. Et moi, c'est des enseignements que, là aussi, j'avais déjà eu par le passé, ce qui fait que je ne découvrais pas véritablement quand j'ai commencé le contrat à terre. Voilà. Et c'est pareil, en fait, une fois qu'on a fini la thèse, il y a ces possibilités-là aussi. Même avant la thèse, le contrat à terre, tu peux l'avoir 1 an avant l'année de soutenance. Donc, dans la dernière année de soutenance, tu as déjà. Voilà, tu peux l'avoir. Mais il n'y a pas que les contrats à terre, il y a aussi les contrats de vacation, où là, les besoins sont formulés, la plupart du temps sur les mailing lists des différentes universités. Et puis, en fonction de ta disponibilité de ton temps, ta propension à aller vers des cours, tu les choisis ou pas. Voilà. En fait, là, tu changes de posture, en fait. Avant, tu avais la posture étudiant, et maintenant, tu as la posture d'enseignant, en fait. Est-ce qu'avant, tu avais cette appréhension-là de changement de posture? Honnêtement, moi, dans mon rapport au quotidien, je me sens toujours un peu étudiant, en façon de parler, mais je ne pense pas que, honnêtement, je me sente un peu enseignant. Au sens où je ne suis pas titulaire, je ne suis que contractuel. Je pense que je n'ai pas vraiment changé mes habitudes. Hein. Je travaille toujours à la BU, mais je n'ai pas vraiment senti de changement. Après, pour avoir eu des rapports avec des étudiants pendant que j'étais étudiant, c'est les mêmes rapports que j'ai toujours. Voilà. Donc ça fait qu'en soi, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de... J'ai pas senti le côté, je change de... Je pense que par moi-même, je suis pris pour un étudiant. Je vais faire la queue au resto pour manger au métronome. Bon, je ne sais pas si je suis enseignant, sauf les étudiants que j'ai en cours. Mais honnêtement, je ne pense pas avoir senti un switch. En fait, je voulais revenir sur une chose. Tout à l'heure, tu as parlé de publier des articles. Est-ce que toi, tu as eu à le faire? Et est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés? Parce que je sais que même ces articles-là, ils doivent être sélectionnés par les revues. Est-ce que tu peux juste... Je peux tout à fait revenir là-dessus. C'est un vrai parcours du combattant, publier un article. Après, il faut le faire, honnêtement. Je pointe ces 2 choses tout de suite pour que ce soit clair. En soi, moi, durant la thèse, je n'ai pas vraiment publié d'articles dans des revues scientifiques. C'était des articles dans la presse, etc. Parce que publier un article, il y a tout un parcours. Mais là aussi, il y a beaucoup d'encadrements qui sont mis en place dans le corpus des formations des doctorants qui font qu'en soi, on est très outillé. Mais s'il faut revenir rapidement là sur le processus de publication, il y a d'abord l'idée de la sélection d'une revue dans laquelle on veut publier. Le point de départ, c'est simple, c'est que un article scientifique, c'est une recherche originale qui est basée sur des sources précises, peu importe le secteur, hein, peu importe le domaine, que ce soit dans les sciences dures ou dans les sciences humaines et sociales.
il faut que ce soit quelque chose d'original qu'on publie. C'est pour ça que la plupart du temps, on publie des articles tirés des recherches qu'on fait, hein, que ce soit dans la mécanique quantique ou en histoire médiévale. Hein. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir de temps en temps divulguer les résultats de sa recherche. Donc, les revues spécialisées sont disponibles dans chaque domaine. Hein. Quand on est en thèse d'économie, on publie dans des revues d'économie. Quand on est en thèse d'histoire, on publie dans des revues d'histoire, de sociologie, etc. Et dans chaque revue, il y a ce qu'on appelle un comité de lecture qui expertise le travail. Donc, soit les revues lancent un appel à publication dans une thématique précise, hein, soit il y a des possibilités de publier ce qu'on appelle des varias. En fait, on publie spontanément des recherches, mais quoi qu'il en soit, la revue son comité de lecture va regarder le travail, expertiser le travail et dire alors ce travail il est intéressant, on peut le publier. Ça, c'est dans l'idéal. La plupart du temps, c'est ce travail est intéressant, mais il y a toujours un mais. Voilà. Donc là, les experts vont regarder, il y a tel aspect où il faut dire pourquoi est-ce que vous avez dit ça, quelles sont vos sources, quel est le terrain que vous avez fait, etc. Donc c'est un très bon exercice pour, dans un premier temps, toucher du doigt l'idée de la rédaction scientifique, parce qu'il faut le dire, une thèse, c'est une rédaction scientifique. Donc une production originale, c'est tirer les résultats de son terrain de recherche et le publier. Donc les experts sont là pour aiguiller sur comment il faut le faire. Et une fois qu'ils ont donné leur résultat d'expertise, la plupart du temps, il faut modifier un petit peu le travail, soit en y apportant de nouveaux éléments, soit en explicitant mieux certains aspects. Et puis, il y a en fait un dialogue qui s'installe entre le chercheur, le doctorant et la revue, jusqu'à ce que l'article soit suffisamment prêt à être publié. Il y a aussi la notion de respect des délais, parce que si on lance un appel à publication pour une revue qui doit être publiée, on est en 2025, en 2027, il y a une deadline qui va tomber à un moment donné. Ce qui va faire que les experts vont dire, au stade où on en est, soit vous nous rendez les modifications à telle date et on le publie, soit on sera obligé de renoncer à ça. Alors, à toi maintenant de le publier ailleurs si tu veux. Il y a beaucoup de pression quand même. Il y a beaucoup de trucs. Ce que j'ai envie de dire là-dessus aussi, c'est qu'en fait, il y a en fait, en thèse, il y a beaucoup de formations qui existent. Il y a tout un catalogue de formations et c'est les premiers trucs sur lesquels on est formé, publiés dans une revue à comité de lecture. Voilà. Et en réalité, c'est un exercice qui est très formateur. Il m'est arrivé de le faire récemment d'ailleurs et c'est pareil, ça a pris tout le processus là d'aller-retour. Souvent c'est un peu agaçant, ah oui quand même à la virgule près et tout, mais en fait c'est formateur parce que tout ça permet, quand on regarde bien la thèse, c'est bien fait. Quelque chose où il y a des canevas ici et là auquel on s'accroche et puis voilà, on arrive au stade de la soutenance. Non, c'est nickel. En tout cas, le sujet est tellement intéressant, je pense qu'on passerait des heures à discuter. C'est grave. Vous l'avez remarqué vous-même. Mais juste une dernière chose, tu n'as pas fait que des études. Sur le plan associatif, quand même, tu as été secrétaire de la communauté Santé Vidéo tout à fait. Oui, tout à fait. T'inquiète, on l'a su. Alors, qu'est-ce que ça t'a appris brièvement, très brièvement, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur le plan collectif, mais aussi sur la solidarité aussi? Oui, non, c'est très important. En fait, en soi, quand j'étais en première année de master, après ma licence à Abidjan, je faisais un master en sciences politiques.
je voulais travailler dans un organisme international. C'était ça mon focus. Okay. Voilà. Je cherchais un organisme dans lequel je pouvais avoir une première expérience. Et à cette époque-là, Santé Egidio était... En fait, ils avaient mis en place le couloir humanitaire pour les migrants en Italie. Ils avaient négocié la paix pour le conflit au Mozambique. Ils étaient vraiment très en vogue. Et à l'université où j'étais, à Abidjan-Cocody, c'était vraiment une grosse machine. Il y avait plusieurs personnes. Et en fait, ce que ça m'a apporté de fondamental, c'est cette capacité à pouvoir être à l'aise dans des milieux que les autres trouvent indigents, quoi. Moi, j'ai vu des professeurs d'université qui, à Noël, faisaient le Père Noël pour des enfants défavorisés. Ça, c'est quelque chose, ça vous change. Hein. Parce que tu vois, le gars, il est un professeur d'université en Afrique, il a un statut. Hein. Les gens l'appellent cher maître, tout. Mais en fait, ça dit quelque chose d'une certaine simplicité, quoi. Voilà. Un rapport aux gens qui est très simple. Cette expérience-là m'a appris ça. M'a appris aussi cette propension à l'entraide qui est très importante aussi. Hein. Il faut toujours s'entraider. Voilà. En tout cas, bravo. Bravo pour ton parcours. Merci beaucoup. Et je ne finirai aussi sans te féliciter. Parce que félicitations. Il vient aussi de gagner un prix, au fait. Ah ouais? Ah oui, tout à fait. Tu peux le dire très, très brièvement, s'il te plaît. Ah oui, c'est le prix de la recherche de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. C'est un prix qui, chaque année, récompense les travaux qui ont un lien avec la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Ah ouais? Qui est un ancien président de... Voilà. C'est pas tant la présidence, mais parce que la fondation s'appelle Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ok. Voilà. Donc il y a déjà une orientation sur l'idée de documenter le parcours présidentiel du personnage et d'en explorer tous les aspects. Okay. Voilà. Et donc, la plupart du temps, ça récompense des travaux qui ont un lien avec la Côte d'Ivoire, quoi, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Okay. C'est un peu comme il y a la fondation Jean Jaurès, il y a la fondation François Mitterrand, les archives de la Fondation François Mitterrand, par exemple, c'est une mine d'or, etc. Donc, en fait, c'est une fondation comme ça qui est très focalisée sur l'histoire ivoirienne et qui, en fait, chaque année, récompense des travaux qui ont un lien avec différentes thématiques qui intéressent la Fondation, dont la présidence. C'est très bien. C'est une très bonne initiative, vraiment. Parce que ça pousse les enfants du pays, on va dire, à approfondir des recherches sur un personnage donné du pays. Et je trouve ça très, très intéressant. Et en termes d'archives, c'est oui, ça nourrit les archives et tout. Non, c'est, pour la mémoire collective, en tout cas, rien à dire. Incroyable. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Franchement, félicitations. Félicitations. Je pense qu'on aura le temps de trinquer sur ça. Oui, on y reviendra. À l'occasion, Voilà, du coup. Alors, franchement, à la fin de cette édition, moi, je suis très, très, très content. Ouais. Je pense que je le partage avec tout le monde. Ouais, exactement. Cool. Ouais. Et je tenais vraiment à te remercier vraiment pour ton temps et pour tous les éclaircissements que tu nous as fait sur la thèse. Je pense que ça va donner peut-être j'espère. L'envie à des étudiants étrangers. Et de se dire que c'est possible de faire un doctorat et surtout aussi de comprendre que, au fait, ce n'est pas si intimidant que ça. Soyez passionné par un sujet. Tout à fait. Allez-y à fond. De toute façon, ça fait partie de l'aventure. Et surtout quand on le dit de façon aussi... comment dirais-je,
aussi facile et aussi... parce que c'est un mythe quand même, dans la tête Non, c'est vrai. Il faut déconstruire le mythe. Enfin, en fait, il faut regarder ce que c'est véritablement. Parce que le truc du mythe, c'est que soit c'est trop, soit c'est pas assez. En fait, il faut voir ce que c'est véritablement. Et je suis heureux. En tout cas, c'était un plaisir. Juste un dernier message. Étant donné que nous sommes à la fin de l'année, puisque ce sera le dernier épisode ça va être publié en décembre. Donc on en profite pour dire un mot pour la fin de l'année. Je ne sais pas si on doit déjà dire joyeux Noël aux gens, mais en tout cas, voilà, c'est la fin de l'année. On espère que l'année... Si seulement ça portait pas malheur. Faut pas être superstitieux. Non, mais en vrai, l'année 2025 a été riche, surtout pour nous. Pour le carnet de l'étudiant étranger. Donc ça a commencé cette année comme une petite blague. Et merci beaucoup à Radio Laser qui nous a permis, en tout cas qui nous permet d'être diffusé jusqu'à aujourd'hui, d'être diffusé tous les mois. C'est incroyable. Et merci beaucoup à la ville de Rennes. Merci beaucoup à EduLab Pasteur de nous mettre à disposition du matériel. Et aussi, l'année prochaine, on va annoncer les prochaines personnes, les prochains partenaires, parce que là, il y en a pas mal aussi qui aimeraient bosser avec le carnet de l'étudiant. En tout cas, merci encore Morel, merci Aristide, merci Dougénie. Donc bonne année, ce sera l'année prochaine, mais en tout cas bonne fin d'année, et bonne fête. Voilà, joyeuse fête. Exactement. Voilà, joyeuse fête. Voilà, c'est la fin. C'est tout. Ouais, c'est tout. Super, merci. Morel, un dernier mot? Merci de m'avoir invité déjà. C'était cool, un vrai échange. Voilà, tout simplement. Merci. Ok, super. Et sinon, je pense que ça nous ferait plaisir aussi de savoir d'où nos auditeurs nous écoutent. On aimerait bien. Et si vous n'arrivez pas, si vous ne pouvez pas répondre directement à la radio, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Odari association sur Insta, ou par mail odari.asso@gmail.com. Écrivez-nous et faites-nous on attend vos retours. Ça nous fait énormément plaisir, et sachez que 2026 ça va être encore un autre niveau. Ça va être top, avec des invités qui vont nous faire découvrir des passions, des choses intéressantes. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci encore, et à la prochaine. À la prochaine.